L'INSEP présente Sport Équilibre. L'amélioration de la performance sportive repose sur de nombreux paramètres. Le laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP met en œuvre des programmes de recherche destinés à couvrir la plupart d'entre eux. C'est ainsi que les chercheurs affectés à la thématique équilibre de vie étudient dans le détail ce que le sportif de haut niveau peut améliorer et affiner dans son quotidien pour poursuivre, au-delà de son entraînement, la quête d'une hygiène de vie en accord avec son besoin de performer. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons Sport Équilibre. Sport Équilibre épisode 4, le sommeil des adolescents sportifs et l'éducation au sommeil, avec Flynn Crosby, doctorant au laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP. On continue sur la thématique du sommeil, cette fois en compagnie du doctorant Flynn Crosby, qui fait partie, à l'instar de son directeur de thèse Mathieu Nedelec et de son collègue doctorant Arthur Ledeuf, de l'équipe du laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP. Flynn, bonjour et bienvenue. Bonjour. Flynn, je t'ai présenté comme doctorant. Est-ce que tu peux nous dévoiler le sujet de ta thèse et quels sont ses objectifs ? Oui, du coup, ma thèse est orientée autour des adolescents sportifs, dans un objectif de voir en fait si on peut optimiser leur sommeil. C'est un sujet qui avait commencé, donc moi j'ai fait une licence et un master STAPS, et pendant mon master j'avais fait donc une première étude justement sur cette thématique, donc chez les adolescents sportifs par rapport au sommeil, et on avait en fait effleuré, on va dire, vraiment les grandes lignes, mais on s'est aperçu qu'il y avait plein de sujets qui étaient quand même assez enfouis, dans le sens où en fait donc, déjà dans le sport et le sommeil il y a relativement peu d'études, même si maintenant ça commence à être un peu plus popularisé, mais en fait chez les adolescents sportifs il y en a très très peu. Et donc notre but c'est d'aller voir un petit peu plus loin et selon plusieurs axes. Donc le premier c'est déjà de faire un peu plus un état des lieux, on va dire, sur le sommeil des ados sportifs, dans le sens où toutes les études actuellement sont faites donc, dans une période classique, donc une période où la charge donc, scolaire est assez élevée et aussi la charge sportive. Qui a évidemment donc, un impact sur le sommeil, mais on connaît en fait très très peu les interactions donc, des différentes contraintes chez le jeune sportif, parce que une des problématiques majeures donc, c'est cette gestion du double projet, donc à la fois sportif et scolaire, où en fait ils vont avoir cours toute la journée. Entre-temps ils ont 1 à 2 entraînements par jour, c'est possible qu'il y ait des matchs tous les week-ends. Et en fait, ils ont un emploi du temps qui est extrêmement chargé et qui laisse quand même assez peu de temps pour le sommeil. Et en fait, au-delà de l'emploi du temps, il y a d'autres facteurs qui se rajoutent. On peut parler donc d'un retardement donc déjà biologique qui s'opère donc durant la puberté, où en fait, ils vont décaler progressivement leurs heures de coucher et de lever. Un autre élément qui prend de plus en plus de place, c'est les écrans, et notamment donc les téléphones portables, qui sont réellement néfastes en fait sur le sommeil. Et un dernier élément qui touche donc les ados sportifs, c'est justement donc cette charge sportive. C'est ce qu'on appelle donc le perfect storm, d'après Carskadon, qui avait dit ça, il me semble, en 2016. Et en fait, ça leur correspond très bien. C'est qu'il y a tellement d'éléments qui influent sur le sommeil que c'est très compliqué de dormir suffisamment. Et c'est ce qu'on voit donc dans les études majoritairement, où les jeunes sportifs dorment aux alentours de 7 heures par nuit, sachant que les recommandations donc pour les adolescents, on va dire classiques, sont donc de 8 à 10 heures. Et on part du principe que plus la vie est complexe, plus on vit de charge, notamment sportive, peut-être plus les besoins sont élevés. Donc peut-être qu'au-delà de 8-10 heures, peut-être qu'on serait plus à 9-10 heures, voire même plus. Et en fait, ils en sont très loin. Donc il y a une petite variabilité qui est entre les sports. Donc certains sports qui ont des contraintes différentes et des besoins différents. Là, on parle surtout d'une étude qui avait été faite au Krebs de Châtenay-Malabry, donc il y a quelques années maintenant,
Et en fait, ils avaient vu que selon les différents sports, donc la moyenne de sommeil allait de 6h15 à 7h25. Donc il y a quand même une grande variabilité donc déjà entre les sports, mais aussi inter-individuels, où les besoins de sommeil sont différents. Mais même 7h15, donc le plus, c'est bien en dessous de ce qu'on voudrait pour des ados sportifs. Et on sait qu'il y a des vraies contraintes en fait, qui vont vivre donc, sur le terrain, donc avec le manque de sommeil qui va impacter donc, déjà les performances sportives, mais aussi les performances cognitives, donc tout ce qui est temps de réaction, concentration sur le terrain. On sait qu'il y a également donc, un risque sur l'humeur, par exemple, où donc, le manque de sommeil va augmenter donc, l'irritabilité, et aussi potentiellement sur le risque de blessure. Donc on a des sportifs qui dorment pas suffisamment, de façon quand même qui est assez chronique, où ça peut être pendant simplement des années de leur vie, et donc leur jeune vie. Et il y a des réels impacts sur le terrain, sur leur performance, sur leur bien-être, et en fait généralement sur leur vie. Et c'est là où nous on essaye du coup de jouer. C'est donc déjà donc dans un premier temps sur cette question d'aller un petit peu plus loin dans nos connaissances sur le sommeil des adolescents sportifs, c'est déjà mieux comprendre leurs emplois du temps spécifiques, parce qu'ils sont quand même assez différents donc des adultes sportifs qui parfois ont un travail, mais si le sport est assez professionnel, en théorie, ils font que s'entraîner. Donc les besoins vont être différents. Ici, c'est des ados qui ont des emplois du temps très très chargés. Donc déjà comprendre un petit peu plus leur emploi du temps, et aussi selon les différentes périodes. On sait que dans la vie, on va dire générale, il y aurait la semaine par rapport au week-end, par exemple, qui est une division qu'on fait souvent, ou la semaine par rapport à une période de vacances, où la charge du coup scolaire sera presque nulle. Et chez le sportif, ces différentes phases sont un peu faussées, dans le sens où le week-end, par exemple, et le samedi spécifiquement, ils ont souvent des matchs. Du coup, déjà le week-end, c'est plus 2 jours, c'est plus que 1. Pendant les vacances, c'est très probable qu'ils ont donc des stages où donc la charge scolaire va être réduite. Par contre, la charge sportive peut être même augmentée. Et en fait, ça laisse pas beaucoup de temps pour le sommeil. Et donc l'idée, c'est justement d'aller voir plus loin dans ces différentes périodes pour comprendre exactement comment elles fonctionnent donc, chez l'adolescent, donc sportif de haut niveau, comment son sommeil évolue selon les différentes périodes, et pourquoi pas si on peut voir en fait des espèces de comportements et des moments à risque, donc des moments particuliers où ils vont potentiellement très peu dormir, pour voir en fait si on peut régler ce problème spécifiquement. Et dans un deuxième temps, donc l'objectif ce sera d'essayer de trouver des solutions par rapport à ce manque de sommeil pour essayer de l'améliorer. Et la solution que nous on a trouvée et donc on essaye de mettre en place, c'est ce qu'on appelle donc l'éducation au sommeil. Donc en fait, les éduquer, donc les sensibiliser à leurs problématiques et leur présenter donc des stratégies assez simples qui sont possibles de mettre en place sur le terrain concrètement, qui peuvent les aider. Dans le sens où beaucoup des sportifs adolescents connaissent rapidement l'importance du sommeil, mais ont peut-être jamais été sensibilisés réellement à ça, alors qu'on sait que ça peut être un réel facteur de performance. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième temps, c'est une stratégie qui est assez nouvelle, qui avait commencé à être mise en place donc, dans les dernières années, chez les sportifs un petit peu, chez les sportifs adolescents pas du tout. L'objectif, c'est de déjà trouver une stratégie qui fonctionne pour les adolescents spécifiquement, en vue de leurs contraintes, donc déjà horaires, en vue de leur spécificité, parce que c'est des adolescents, on ne va pas forcément interagir de la même façon qu'avec des adultes, donc premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, voir si elle a un impact positif sur le sommeil, et pourquoi pas aussi sur la performance. D'accord. Alors bon, tu as bien expliqué les axes de recherche de ta thèse, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail, mais j'ai aussi une autre question à te poser. Tu parles du manque de sommeil en fait, en termes de quantité. On a tendance à penser en fait, qu'à l'époque contemporaine, on dort moins longtemps, c'est vrai, mais aussi moins bien. Est-ce que ça se vérifie aussi chez les ados? Est-ce que la qualité de leur sommeil, de leurs 7 heures et quelques de sommeil, est d'aussi bonne qualité que ce que ça pouvait être il y a 30, 40, 50 ans? Complètement, oui. Donc sur le sommeil, oui, on évalue donc, déjà donc la quantité, donc combien de temps ils dorment, mais aussi la qualité, ça c'est très bien dit. Comment ils dorment.
On sait que chez les sportifs, c'est un réel problème. Il y avait une étude qui avait montré que, il me semble que c'était 50 à 78% des sportifs se plaignaient donc d'une mauvaise qualité du sommeil, donc plus de 1 sur 2. Donc c'est absolument énorme. Chez les adolescents sportifs, c'est souvent le cas aussi. Donc ce qu'on met en place souvent, c'est avec des questionnaires où on peut justement tester donc cette qualité du sommeil. Un qu'on utilise très souvent, c'est le PSQI, et en fait qui teste donc la qualité du sommeil sur le mois précédent, donc avec un score de plus de 5 qui témoigne donc d'une mauvaise qualité du sommeil. Et on voit très souvent donc des scores supérieurs à 5 chez les adolescents sportifs. Est-ce que ça s'empire depuis les dernières années? En fait, je ne peux pas répondre dans le sens où on n'a pas d'études. Vu que c'est un thème qui est assez nouveau, c'est compliqué d'affirmer que le sommeil se dégrade, donc à la fois sur la quantité et la qualité sur les dernières années, mais actuellement, on sait que c'est un réel problème. Donc déjà chez les adolescents, on va dire normaux, qui donc déjà souffrent de problématiques de sommeil, et encore plus chez les adolescents sportifs, qui sont vraiment dans des conditions parfois qui peuvent être très compliquées, parce qu'ils sont pour la plupart dans des internats, donc pendant la semaine classique, après le week-end ils rentrent chez eux, mais ça veut dire qu'ils sont loin de leurs parents, ils sont dans des environnements qu'ils ne contrôlent pas forcément, et ça peut être assez complexe. J'ai parlé avant toi avec tes collègues Mathieu et Arthur sur les effets délétères du sommeil, hein, tu en as un petit peu parlé aussi. Toi, comme tu travailles sur les adolescents, est-ce qu'on peut dire que le manque de sommeil ou la mauvaise qualité du sommeil est plus préjudiciable chez les adolescents que chez les adultes? Pareil, on ne peut pas forcément l'affirmer dans le sens où on n'a pas trop d'études sur le sujet, mais en vue de cette phase où ils se développent énormément, où ils apprennent donc déjà beaucoup de choses sportives, tout ce qui est schéma moteur, tout ce qui est tactique, mais aussi en cours tout simplement. On sait qu'il faudrait au moins 8 heures de sommeil pour être dans les conditions idéales. On pourrait donc théoriser relativement facilement que s'ils dorment moins de ça, donc aux alentours de 7 heures, et en fait pendant toute cette période, donc entre 14 et 18 ans, voire même au-delà, c'est entièrement probable que leur développement va être altéré. À quelle échelle, c'est difficile de dire, mais entre une personne qui dormirait très peu et une autre qui dormirait plus, c'est très très probable que l'adolescent qui dort moins sur une très longue période aura un développement qui est peut-être un petit peu différent. Et aussi, il y a des choses aussi assez simples, c'est que juste si le risque de blessure augmente, c'est potentiellement moins de temps passé sur le terrain à répéter les schémas, à apprendre des choses, et donc ils peuvent juste devenir moins performants juste parce qu'ils pratiquent moins leur sport, parce qu'ils se blessent plus souvent. C'était une étude qui montrait que, donc c'était une étude rétrospective, où en fait ils ont montré que les personnes qui dormaient moins de 8 heures par nuit, donc chez les ados sportifs, avaient 1,7 fois plus de chances d'avoir eu une blessure sur l'année passée. Donc 1,7 fois plus de chances, c'est absolument énorme quand on parle des sportifs qui déjà souvent se blessent beaucoup, donc c'est presque x2 en fait. C'est énorme, et donc c'est plein de temps qui ne vont pas passer sur le terrain. En fonction des sports, le risque de blessure va être un petit peu différent, mais dans la majorité, c'est un sujet qu'on ne peut juste pas éviter. Le titre de ta thèse mentionne l'identification de facteurs et de périodes à risque aussi. Est-ce que tu peux en citer? Alors, tu en as déjà cité quelques-uns, mais il y en a peut-être plus. Déjà des facteurs. Et qu'est-ce qu'on entend par période à risque? Est-ce qu'il s'agit de période de la vie, c'est-à-dire une question d'âge, ou est-ce qu'il s'agit de périodes particulières? Dans l'agenda du sportif, certaines périodes sont plus compliquées que d'autres. C'est un premier point qui est assez important, parce qu'on va dire que tous les modèles de sommeil sont basés sur un rythme classique. Donc c'est-à-dire du lundi au vendredi, on est en cours, et après samedi, dimanche, c'est repos complet. Et après, il y a quelques périodes de vacances par-ci, par-là, mais en fait, c'est un rythme qui est très carré et qui change en fait très peu. La problématique chez les adolescents sportifs, c'est que ce rythme change énormément. Ça veut dire que parfois, en fonction des sports, ils peuvent avoir beaucoup de matchs les samedis, voire même les dimanches. Là, par exemple, on est en train de mener une étude
donc sur un pôle de rugby. Et en fait, ils ont match presque tous les samedis. Donc évidemment, le week-end, maintenant, c'est plus qu'un jour. Donc la récupération va être complètement différente que si c'était 2 jours déjà. Et les différentes périodes qu'on a, on va dire, trouvées, c'est il y en a 5, il me semble, ou 4. Donc déjà, il y a la période, on va dire, de reprise. Donc après les vacances, souvent, il va falloir un petit peu de temps pour se remettre dans un rythme, on va dire, normal. Ce qui est particulièrement vrai donc, après les grandes vacances, qui durent 2 mois, où il n'y a pas les cours. Pour beaucoup, ils ont donc des emplois du temps sportifs qui peuvent être relativement chargés, mais les horaires de coucher et de lever vont être très différents qu'une période classique. Donc il y a déjà cette première période qui donc est particulièrement présente donc après les grandes vacances, mais aussi après chaque période de vacances. Et on sait que en France, on a quand même beaucoup de vacances qui se succèdent toutes les 6 à 8 semaines. Si toutes les 6 à 8 semaines, il en faut une pour se remettre dans un rythme cohérent, ça peut être compliqué. Ensuite, il y a le rythme classique dont j'ai parlé, donc la semaine et le week-end, qui peut être différent selon les sports. La troisième phase sera donc une phase de stage sportif, où donc la charge scolaire va être pratiquement 0, voire même 0 dans la majorité des cas. Par contre, la charge sportive va être la même, voire plus élevée, en sachant que ces stages se font souvent pas sur place, donc pas dans leur cadre habituel. Du coup, il y a un déplacement à prendre en compte qui peut être plus ou moins long. Parfois, les stages sont même dans des régions différentes, voire même des pays différents. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et ensuite, il y a la période de vacances, donc la période de vacances complète qui arrive quand même très peu en fait dans l'emploi du temps du sportif, vu que même sur des vacances, on va dire classiques, ils vont quand même s'entraîner un peu dans leur club ou tout seul en fait pour maintenir une activité physique. L'idée donc c'est de voir ces différentes périodes, de regarder la charge qui est exercée sur le sportif, donc la charge à la fois scolaire et sportive, et en fait voir si on peut trouver donc des interactions et potentiellement donc des moments à risque. Donc quand je parle de moments à risque, c'est vraiment sur ces différentes périodes. Et ce serait des moments où en fait l'opportunité du sommeil est très faible. Donc si on part du principe que l'opportunité du sommeil est faible, donc ils ont un créneau assez petit on va dire pour dormir correctement, c'est extrêmement probable juste qu'ils ne dorment trop peu. Donc par exemple pendant les vacances, cette opportunité augmente. Tout simplement vu qu'ils n'ont pas de cours, souvent ils se lèvent un petit peu plus tard et donc ils ont plus de temps pour dormir. Ce qu'ils ne font pas tout le temps d'ailleurs. Par contre, dans une période classique, le réveil il est imposé aux alentours de 7 heures. Ils rentrent dans leur chambre après une journée complète entre 21 et 22 heures. L'opportunité est quand même plutôt faible, sachant qu'à partir de 22 heures, ils vont encore parler, passer du temps sur leur téléphone. Et donc l'heure de coucher, souvent qu'on observe, est plutôt aux alentours de 23h30, minuit. Donc le moment possible pour avoir du sommeil est en fait très faible. Et donc c'est juste normal qu'ils ne dorment pas suffisamment. Si en plus ils n'ont peut-être pas les bonnes pratiques à côté, par exemple beaucoup de temps sur les téléphones, les devoirs qui sont faits à la dernière minute, le soir où ils appellent X et Y personnes, parce qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes priorités, c'est des périodes qui sont à risque. Et donc est-ce que c'est possible pour nous d'avoir des solutions concrètes à ces périodes à risque ? Par exemple, dans une période classique, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être augmenter un petit peu cette opportunité du sommeil pour, on va dire, limiter, les effets négatifs du sommeil. Alors justement, on arrive dans la deuxième partie de ce que tu as exposé au début, c'est-à-dire développer sur la base des observations qui ont été faites et qui seront faites encore la stratégie de ce que vous appelez l'éducation au sommeil. Alors par rapport à ce que tu dis, comment est-ce que ce sera possible de développer une telle stratégie sans mesure coercitive ? Parce que je vous vois mal confisquer les portables ou imposer une heure de coucher assez tôt, sachant que justement c'est des adolescents avec des emplois du temps très chargés, qui ont besoin peut-être un peu de temps de loisirs, un peu de temps pour eux-mêmes. Il y a cette difficulté-là aussi à contourner. Complètement, c'est en fait trouver le juste milieu entre être relativement directif pour qu'ils comprennent l'importance que ça a, mais pas trop directif où ils se sentent coincés.
Et en fait, on va dire que pour beaucoup, s'ils sont dans un projet sportif qui est cohérent et qui est vraiment axé vers le haut niveau, ils ont quand même une conscience quand même plus développée par rapport à toutes les choses qui peuvent les aider, on va dire, à passer sur le niveau d'après. Donc pour certains, c'est relativement simple à faire parce qu'ils veulent être les plus performants. Et donc, on a un moyen, entre guillemets, facile de l'être, dormir plus. Et donc, ils vont, on va dire, de même prendre les bonnes mesures, voilà, pour être très, très précis sur le sommeil. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué, où ils peuvent être voilà, un petit peu plus réticents. Évidemment, c'est des adolescents. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu donc, avec eux. Ils vont être loin de leurs parents. On n'est pas une forme parentale. On a très peu d'autorité sur eux. Du coup, ça peut être parfois un petit peu complexe d'avoir la bonne place dans ce domaine. Ce que moi j'ai trouvé fonctionne le mieux, c'est d'être réellement en fait dans l'échange. Donc être moins dans dans j'impose 1 heure de coucher, j'impose X choses, et d'être plutôt dans la proposition de solutions, dans le sens où chaque personne peut-être aura des moyens légèrement différents en fait d'avoir les bonnes pratiques. Pour un, c'est peut-être vraiment les téléphones qu'il faut arrêter le soir par exemple, donc beaucoup plus tôt. Pour un autre, c'est peut-être plus un problème de priorisation sur les devoirs. Et en fait, souvent, on peut trouver une solution au moins qui fonctionne pour tout le monde. Là, par exemple, je suis en train de faire des retours donc, individuels pour ma première étude donc, de thèse, dont je pourrais parler peut-être un petit peu après. Et en fait, chaque athlète a 1 à 2 objectifs qu'on a fixés ensemble par rapport à son sommeil. Donc, par rapport à ce que moi j'ai observé, sur les rythmes, donc sur la quantité, sur la qualité, sur la régularité semaine-week-end, sur la différence entre les phases, sur les téléphones aussi que j'avais pris en compte. Donc basé sur ce que moi je sais et aussi ce que lui peut faire et ce que lui est préparé à faire. J'ai tendance souvent à avoir une approche progressive. En fait, on va commencer très simple. On va essayer de poser le téléphone, par exemple, 5 minutes plus tôt que d'habitude. Et progressivement, de semaine en semaine, essayer de l'avancer jusqu'à trouver ce qui fonctionne le mieux. Parce que, mine de rien, donc, le téléphone, c'est, on va dire, assez néfaste pour le sommeil. Par contre, c'est quand même un moment, on va dire, où ils se sentent bien, en fait. C'est qu'ils sont tout seuls dans leur chambre, il n'y a plus personne, ils sont tranquilles. Et mine de rien, je pense que ça a quand même un effet relativement bénéfique sur leur bien-être, juste de calme en fait, où ils vont pas faire grand-chose, ils vont juste être tranquilles. Donc je veux pas leur enlever. Par contre, il y a des bonnes pratiques à faire, notamment avant le coucher, pour peut-être le poser un petit peu plus tôt, mettre en place des routines de sommeil. Par exemple, on va poser son téléphone et après faire autre chose. Il y a des solutions à prendre qui sont très souvent individuelles et la même solution en fait ne fonctionnera pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que les solutions par exemple de groupe, c'est plus compliqué de les mettre en place parce que ça va être des solutions bateau qui oui fonctionneraient pour tout le monde. Par contre la façon de la mettre en place ne sera pas la même. Donc pour avancer l'heure de coucher, en fait il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être de consciemment je me couche plus tôt. Ça peut être juste je pose mon téléphone plus tôt pour que je sois fatigué plus tôt. Ça peut être je fais mes devoirs plus tôt et donc j'ai moins besoin de les faire le soir. Ça peut être en fait plein de choses. Et donc juste dire ok, on se couche maintenant plus tôt. Souvent juste ça ne fonctionne pas parce qu'il manque en fait des solutions concrètes. Mais c'est une réelle problématique de trouver la bonne solution et particulièrement par rapport au téléphone portable. Où en fait maintenant dans les 10 dernières années il y a un réel changement sur les habitudes par rapport aux écrans en général, et on sait maintenant que même par exemple que les écrans ne sont pas tous égaux, donc les téléphones spécifiquement semblent être plus néfastes que d'autres formes d'écran, et on sait même que ce qu'ils font dessus peut avoir un impact assez conséquent. Par exemple, beaucoup d'éléments sont liés surtout aux réseaux sociaux.
Donc c'est l'élément le plus important. Et malheureusement, c'est là où ils passent 80% de leur temps. Donc par rapport à ça, c'est le but de la thèse, hein, c'est trouver la solution qui fonctionne. Et on va y arriver. Ça c'est sûr, mais oui, il faut jamais trop les forcer. Je pense que ça aurait que des effets négatifs. Oui, mais en t'écoutant, je me rends compte de l'ampleur de la tâche aussi, parce que tu es aussi face à des individus qui ne sont pas adultes, donc qui sont parfois immatures. Comme tu le disais, vous n'êtes pas les parents, donc on ne peut pas les forcer. Et puis, d'une certaine manière, il faut aussi inculquer une certaine dose de pédagogie à la discipline personnelle, à des gens encore très jeunes qui n'ont pas envie d'une vie monacale, quoi. Complètement. C'est pas évident, surtout que là, c'est la première génération, donc entre 2005 et 2010, qui en fait ont grandi complètement avec les smartphones, tout le temps. Donc dès l'enfance, dès les 5, 6, 7 ans, il y en a qui peuvent en avoir, mais aussi juste le voir auprès de leurs parents, par exemple. Il y a une vraie fascination autour de l'outil du téléphone qui est assez dingue. Et même, il me semble que l'âge moyen d'inscription sur les réseaux sociaux, donc la première, c'est vers 9 ans. Donc maintenant, et c'est assez grave quand même, c'est que dès 9 ans, en fait, ils vont être connectés sur Instagram. Évidemment, s'ils commencent à 9 ans avec leurs parents, à 14 ans, quand il n'y a plus les parents, évidemment, ils vont se faire plaisir. Et je pense que c'est une génération qui est compliquée sur ce point-là. C'est qu'ils n'ont pas forcément eu la pédagogie par rapport à ça quand ils étaient plus jeunes, parce que aussi on ne savait pas tout simplement. C'est que il y a 10 ans, les effets négatifs, on ne les connaissait pas. Donc pour plein de raisons, ça va être compliqué. Ce qu'on sait maintenant sur les écrans, c'est qu'il semble y avoir 3 choses, on va dire, principales. Il y a déjà le temps total qu'ils vont passer dessus. Ensuite, le deuxième, ça va être qu'est-ce qu'ils font dessus. Et le troisième, ça va être quand ils sont dessus. Et en fait, c'est les 3 choses qui semblent les plus importantes. Et même le plus important, ça semble être qu'est-ce qu'ils font dessus. On sait que les réseaux sont pas pareils aux jeux vidéo, par exemple. Pas pareil à un film. Il y a des impacts qui sont différents. Et en fait, il y a peut-être des moins pires, on va dire. Si on sait que les jeux vidéo sont pires pour le sommeil qu'une série, par exemple, en fait, peut-être que leur proposer une série, c'est une façon assez équilibrée d'aller progressivement vers le moins pire. Jeu vidéo, on passe à série, on arrête la série un petit peu plus tôt, et progressivement, on peut peut-être amener du changement, mais c'est clair que ça part d'eux, et il y a très clairement des jeunes sportifs avec qui ça va être pratiquement impossible de changer comment ils sont, notamment par rapport aux écrans. Il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus facile. Donc ça dépend un peu de leur trait de inné, on va dire, de comment ils sont, de la conscience qu'ils ont par rapport à la vie. C'est Mathieu, il me semble, qui avait fait une étude sur les traits de personnalité par rapport au sommeil. Et il avait montré que les personnes qui étaient plus anxieux et moins consciencieux avaient la perception de sommeil qui était moins bonne. Ce qui est assez cohérent. Et je pense que chez les adolescents, où en fait ils se découvrent aussi, je pense que les traits de personnalité sont encore plus nets et il peut y avoir encore plus de changements par rapport à ça. Donc c'est toujours très individualisé, ce qui est assez intéressant au final, parce qu'il n'y a jamais une solution qui va fonctionner pour tout le monde. Il faut toujours adapter un petit peu à tout le monde comment on fait les choses. Donc on ne s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Alors, tu as longuement parlé des téléphones, des écrans. Je pense que c'est en fait le problème principal. Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques, des choses qui peuvent nous permettre de mieux cerner en fait l'ampleur du phénomène ? Ouais. Donc, je vais parler un peu plus de ma première étude de thèse, où en fait on a fait un suivi donc assez long, donc de 2 mois et demi, en continu sur un groupe de jeunes sportifs de haut niveau. Donc ils avaient au total 71 jours où ils étaient suivis. Et en fait c'était extrêmement complet. Donc on avait un suivi du sommeil par actimétrie. Donc c'est un appareil qui se porte au niveau du poignet en fait comme une montre. Et en fait on peut voir les rythmes veille-sommeil. Donc ça c'était le premier.
On a suivi aussi donc les temps d'écran de façon objective. Donc en fait, vous pouvez tous aller sur vos téléphones et voir dans les paramètres le temps que vous passez dessus. Donc on n'a pas seulement eu le temps total, on avait donc le temps total quand ils étaient dessus et qu'est-ce qu'ils faisaient dessus. Donc on avait vraiment les trois choses, c'était l'objectif. Et aussi on a suivi donc les emplois du temps sportifs et scolaires sur cette période-là, donc avec une période de rentrée, une période classique, une période de stage et une période de vacances. Donc on a fait, on va dire, toutes les grandes périodes classiques d'un jeune sportif. Et on a vu donc plusieurs choses qui étaient assez intéressantes. Donc déjà sur les téléphones, donc le temps moyen passé dessus par jour, donc toujours confondu sur une moyenne, c'était un petit peu moins de 6 heures. Sachant que donc actuellement les recommandations sont de passer moins de 2 heures. Donc est-ce que c'est réellement possible de le mettre en place aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas 6 heures, c'est sûr que c'est très élevé. Donc avec donc le pic, il me semble, était aux alentours des 8 heures et le plus faible aux alentours des 4 heures. Donc même celui qui l'utilisait le plus dans la théorie avait 2 fois trop de temps sur le téléphone. L'autre chose qu'on a trouvé sur les écrans, c'est que donc déjà ils passent 80% de leur temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est énorme par rapport à d'autres choses. Donc avec les applications les plus utilisées qui étaient donc Instagram, TikTok et Snapchat. Et c'était pas que légèrement, c'était vraiment massivement supérieur. Et l'autre élément qu'on avait, donc, qui était très intéressant pour nous, c'était de voir quand ils étaient dessus. Et en fait, on a vu plusieurs choses qui étaient assez intéressantes. C'est que déjà, si on fait une moyenne sur tous les jours, pareil, chaque heure de la journée, à partir du réveil, ils passent au moins 15 minutes par heure sur leur téléphone. Donc en fait, il y a très rarement une heure, même juste une heure, où ils posent le téléphone complètement et ils font autre chose. Donc ça veut dire que pendant les cours, ils sont potentiellement dessus, pendant les entraînements, potentiellement également, s'ils regardent un match en vrai ou à la télévision ou quoi que ce soit, ils vont toujours être dessus. Et le pic journalier est juste avant le coucher, donc pour tout le monde, voilà, donc entre on va dire 21 et 23h minuit. Et en fait, ça monte vraiment de façon croissante entre 20h et 23h. Souvent, il y a une petite descente après. Mais ça montre vraiment que la fin de la journée, c'est le moment où ils sont le plus dessus, alors que c'est, pour le sommeil, le pire moment où ils peuvent être dessus. Donc il y a un contraste, mais malheureusement, c'est aussi le seul moment de la journée où ils peuvent l'être de façon, on va dire, normale, parce qu'ils n'ont plus de cours, ils n'ont pas d'entraînement, ils sont tout seuls dans leur chambre. Donc le moment le plus propice pour être sur leur téléphone, c'est le moment le moins propice si ils sont dessus pour le sommeil. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on a trouvés. Et par rapport au sommeil, donc ce qui était assez intéressant, c'est que même pendant les vacances, donc ils avaient tous des plans de entraînement physique. Même pendant les vacances, ils dormaient moins de 8 heures par nuit. Donc ce qui montre en fait qu'il n'y a pas une seule période prolongée de plus de 2 jours où ils dorment plus de 8 heures de suite. Sachant qu'ils dorment, voilà, donc pour la majorité moins de 7 heures, il y a ce truc de dette du sommeil, en fait, donc c'est le manque de sommeil qu'on a par rapport à nos besoins qui en fait va s'accumuler. On a tendance à croire que le week-end c'est possible de compenser à minima cette dette. On sait que ce sera jamais possible de le faire complètement, mais ça peut aider, on va dire. Mais le problème c'est que pour eux ce n'est pas le cas parce que leur week-end déjà est perturbé parce qu'ils font du sport également le samedi. Et même pendant les vacances, donc plus d'une semaine, ils dormaient aux alentours de 7h30. Donc on est sous les recommandations minimales pour les adolescents normaux, même pendant les vacances. Donc en fait, ils n'ont pas un moment de leur vie réellement où ils vont dormir plus que 8 heures. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut voir que l'opportunité du sommeil, même quand elle est grande, en fait, ils n'en profitent pas tant que ça.
parce que ils vont faire autre chose. C'est ce qu'on appelle le fear of missing out, donc c'est la peur de rater des choses, où en fait le soir ils vont très souvent, donc tous, tout le monde va prolonger la journée, donc la période de veille, pour ne pas rater de choses et en fait pour profiter pleinement de sa journée. C'est que souvent, ils vont profiter un petit peu trop de leur journée, justement, au détriment de la nuit, alors qu'on sait que la nuit, sa fonction, c'est de récupérer de la période passée, mais c'est aussi de préparer celle qui arrive. Donc si on ne dort pas, justement, le lendemain, on va être moins efficace, moins réveillé et moins performant. Un autre aspect de la thèse sur laquelle tu travailles, c'est évidemment évaluer l'impact de cette stratégie d'éducation au sommeil. Et donc, comme ce sont des sportifs, impact sur la performance. Est-ce qu'à ce stade, ça fait à peu près 1 an et demi que tu travailles dessus, est-ce qu'il y a déjà un bilan qui peut être fait? Est-ce qu'il y a déjà des découvertes en fait, ou des résultats, quelque chose que tu peux annoncer sur le fait qu'il puisse y avoir des progrès de fait? J'ai un deuxième volet à ma question qui est de savoir si tu penses que les effets positifs vont être à chercher plutôt du côté de la marge sur la performance, ou ça peut quand même avoir un impact très significatif? Je vais répondre à la deuxième en premier. Il y a eu donc plusieurs études par le passé donc, sur l'extension du sommeil. En fait, voir si dormir plus, ça améliore les performances, quelles qu'elles soient. Et il y a une étude assez notable qui avait été faite donc, dans une équipe de basket à Stanford, où en fait ils avaient un objectif pendant 5 semaines, c'était de passer plus de 10 heures dans leur lit. Donc le but c'est je passe 10 heures dans mon lit en train d'essayer de dormir. Donc l'opportunité du sommeil est énorme. Dans la théorie, ils devraient dormir plus de 8 heures. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que donc, déjà le temps de sommeil est passé d'un peu moins de 7 heures à un peu plus de 8 heures. Donc ils ont gagné presque 2 heures de sommeil. Et ça avait été corrélé donc, à une amélioration du performance en sprint sur 100 mètres, à une amélioration de la précision sur le lancer franc et le 3 points, d'une amélioration de l'humeur, d'une amélioration des performances cognitives avec l'attention et le temps de réaction, et généralement moins de somnolence. Donc on sait que ça a des effets positifs, et cette étude-là avait été répliquée dans une équipe de natation. Donc pareil, par le même chercheur, et ils avaient également donc, trouvé des résultats similaires. Donc on sait que l'extension du sommeil fonctionne, et on sait que dormir plus, tout simplement, ça peut aider donc, sur les performances et potentiellement devenir un facteur plus général de performance. On sait que par exemple juste une nuit de sommeil où on va dormir moins, voire même pas du tout, va affecter les performances. Donc par exemple la veille d'un match, si je dors très mal, c'est entièrement probable que sur le match je vais être moins performant que sur une autre période. Tout ça pour dire que donc, nous, notre but, c'est pour étendre le sommeil, donc c'est de les éduquer et donc de les sensibiliser par rapport à ça. À ce jour, il y a assez peu d'études sur le sujet. À l'INSEP, il y en avait une qui avait été faite il y a quelques années sur l'équipe de France de natation. Et ils avaient eu donc, des effets positifs sur le sommeil, où donc, avec quelques sessions, donc il y avait, il me semble, quelques sessions de groupe et une ou deux sessions individuelles. Ils avaient diminué donc, la variabilité de l'heure de coucher et le temps au lit avait été augmenté. Donc c'est des résultats qui sont positifs. À ce jour, nous, on n'a pas encore mis en place de stratégie au sein de ma thèse. On en avait mis une en place donc, sur mon étude de master, où j'avais pareil une petite trentaine de sportifs de haut niveau. Et on avait fait donc 2 interventions collectives, donc pas de retour individuel, donc 2 interventions de 45 minutes. Donc une stratégie au final qui était plutôt accessible, on va dire, où on s'était basé sur en fait leurs problèmes. Donc on les avait analysés pendant 2 semaines pour voir leur rythme, on va dire, généraux. Et après on avait fait donc les retours. Et donc avec seulement 2 interventions, on avait gagné à peu près voilà, 15 minutes de sommeil.
Donc c'est des résultats qui sont relativement faibles, mais on part du principe que avec seulement 2 interventions de groupe, même pas spécialisées, on a déjà eu des réels résultats positifs. Donc on part du principe que si on peut avoir donc déjà des solutions plus spécifiques aux individus, on pourrait avoir donc des impacts encore plus conséquents et potentiellement plus positifs pour voir tout simplement si ça fonctionne. D'accord, donc il y a une marge d'amélioration quand même importante, quoi, même si à ce stade, c'est pas encore complètement au point, on peut dire. Complètement, oui, c'est pas au point. C'est le but de ma thèse, c'est justement de la mettre au point et de voir si on arrive à la trouver. Enfin, dans la théorie, hein, elle serait beaucoup plus basée sur donc, des sessions de groupe, je pense, sont intéressantes pour amener un peu plus de cohésion et l'idée qu'on n'est pas tout seul par rapport à ce problème. Et aussi, ça peut aider pour on va dire, donner, on va dire, des généralités. Et après des sessions plutôt individuelles pour parler concrètement des solutions pour chacun. Et en fait, dans l'idée, il y en aurait plusieurs, voilà, une toutes les 2, 3, 4 semaines peut-être, pour réellement avoir un suivi et pour en fait faire le point. Bon, bah, celle-là n'a peut-être pas fonctionné pour telle raison, peut-être qu'il y en a une autre qu'on peut essayer, qui fonctionnerait, etc. Pour trouver en fait ce qui fonctionne pour tout le monde. Mais ça va être l'objet de la 2e étude. Tu as parlé d'éducation au sommeil directement auprès des athlètes en fait, mais quid des entraîneurs en fait, de l'entourage. Est-ce que tu penses qu'en essayant de sensibiliser peut-être les entraîneurs qui ne sont pas forcément tous au courant aussi de la vie de leur athlète en dehors du terrain, quoi, ça pourrait être aussi un bon moyen de les convaincre en fait, tes ados, de suivre les bons conseils? Complètement. Je pense que les entraîneurs sont une réelle porte en fait qu'on peut prendre et en fait qui nous permettent déjà de gagner en crédibilité en fait où ils vont pas juste se dire bah c'est un chercheur un peu lambda que je connais pas trop qui vient me parler. Voilà. Si c'est l'entraîneur avec lequel ils ont été potentiellement depuis longtemps qui les guide vers le haut niveau, ça a déjà plus d'importance. Donc je suis d'accord que ça part de l'entraîneur. Et très souvent, donc, les accompagnements qu'on fait, ça vient de l'entraîneur qui veut le mettre sur ses sportifs. Ça vient très rarement des athlètes qui de eux-mêmes viennent. Donc c'est les entraîneurs qu'on cible en premier, qui nous donnent un peu cette porte d'entrée, on va dire. Et je pense que s'ils étaient potentiellement plus sensibilisés donc, aux impacts du sommeil, même si maintenant voilà, ça commence quand même à être plus répandu, il y a quand même plus de personnes qui s'y intéressent, qui font gaffe. Il y a quand même un des questionnaires qu'on emploie souvent, c'est le wellness, c'est un questionnaire général de bien-être. Et dedans, il y a une question ou 2 sur le sommeil. Qui montre que voilà, on essaye de le mettre en place. Et les parents aussi, je pense, peuvent avoir leur carte à jouer, notamment sur les périodes où en fait ils rentrent chez eux. Également, plutôt, je pense, dans un rôle d'appui, où en fait ils vont appuyer les conseils qu'on donne, pas tant dans un rôle, on va dire, parental de fais comme ci, fais comme ça, parce que je pense que ça pourrait même avoir l'effet inverse. Mais voilà, plus dans l'idée de nous accompagner, nous, sur comment on essaye de mettre en place les choses. Et s'ils peuvent, voilà, sur les week-ends, mettre en place, par exemple, juste des bonnes pratiques pour que les vendredis et les samedis soirs, ils se couchent peut-être plus tard, mais pas le plus tard possible, ce sera toujours ça de prix, c'est clair. Alors, Flynn, avant de finir, j'aimerais qu'on revienne sur une thématique que tu as déjà évoquée à 2 reprises, qui me semble intéressante, c'est la perception du sommeil. Alors, il me semble que toi, tu as déjà travaillé là-dessus dans le passé. Est-ce que tu peux en dire plus? De quoi s'agit-il déjà? Ouais, donc avant d'être en thèse, je travaillais sur un projet de recherche, donc dans un centre de sommeil, donc cette fois-ci plutôt clinique, où on travaillait donc pas du tout sur les sportifs, sur donc les insomniaques. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop, donc les insomniaques, c'est des personnes qui se plaignent donc de difficultés à s'endormir, à maintenir le sommeil ou à avoir donc des réveils précoces
au moins 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois. Donc ça peut être un réel problème handicapant, juste de manque de sommeil, et ça peut être extrêmement chronique avec des personnes qui souffrent pendant toute leur vie pour certains, et ça peut être extrêmement compliqué. Il y a un terme qu'on a commencé à employer donc il y a quelques années pour certains, donc c'est la mauvaise perception du sommeil. Donc en fait, chez ces insomniaques, pour certains, ils vont faire donc une analyse du sommeil avec ce qu'on appelle donc la polysomnographie. Donc c'est l'outil de référence où en fait donc avec les électrodes sur la tête, sur le cœur, sur les jambes, pour en fait analyser très précisément quand ils s'endorment, quand ils se réveillent, les stades de sommeil et plus. Et en fait, ce qui se passe pour certains des insomniaques, c'est que donc pour d'autres, c'est très très visible où on voit qu'il y a un long éveil, par exemple au cours de la nuit. Donc là, on sait qu'ils se plaignent réellement d'un problème visible. Pour d'autres, en fait, leur plainte ne correspond pas à ce que nous on observe, on va dire. Donc ils se plaignent alors que quand on regarde, on a l'impression qu'en fait tout va bien. Et donc est apparu donc ce terme de mauvaise perception du sommeil qui signifierait en fait grossièrement donc de dormir bien alors qu'on a l'impression de mal dormir. Ce qu'on voit plus précisément en fait sur les dernières années, c'est pas que forcément qu'ils dorment bien, c'est juste que leurs problématiques sont plus profondes que juste visuellement on peut voir. Et en fait, donc là, on va parler donc, par exemple de macrostructure, donc c'est juste la répartition des différents stades de sommeil au cours de la nuit, donc où on va progressivement aller vers des stades plus profonds, donc du N1, N2 au N3, donc le sommeil lent profond. Il y a le stade REM, donc le sommeil paradoxal. Donc ça, c'est donc la macrostructure. Et après, on peut aller voir maintenant plus loin, donc avec les outils qui se développent, notamment avec l'IA, où en fait on peut aller voir beaucoup plus loin sur les tracés, précisément sur les signaux, comment ils évoluent. Et en fait, on peut voir donc que d'un point de vue macro, leur sommeil semble normal. Par contre, d'un point de vue plutôt profond, micro, leur sommeil est perturbé. Donc, ils ne se plaignent pas d'un bon sommeil, ils se plaignent bien d'un mauvais sommeil, mais juste qu'on ne voit pas. Donc on est en train de changer un peu ce terme donc de mauvaise perception du sommeil parce qu'il ne correspondrait pas réellement. Mais la perception du sommeil, c'est un réel enjeu parce qu'on a tendance, si une personne se plaint mais que objectivement il dort suffisamment, on va se dire c'est peut-être juste subjectif, alors qu'il a peut-être des réelles problématiques de sommeil, juste qu'on ne peut pas vraiment observer. Et c'est l'enjeu maintenant donc, des nouveaux outils qui nous permettent d'aller voir beaucoup plus loin, et on va dire de les populariser en fait pour qu'on puisse vraiment analyser précisément le sommeil. Mais cette question de perception est très intéressante. Mais je pense qu'on a tous connu aussi des réveils un peu difficiles où on s'est dit j'ai mal dormi, j'ai pas très bien dormi, et puis en fait la journée se passe tout à fait normalement, on est tout à fait capable de dérouler sa journée de manière normale, on a l'énergie nécessaire et tout ça. Donc est-ce que cette mauvaise perception du sommeil est automatiquement liée quand même à un problème sous-jacent, ou est-ce que réellement la perception peut être altéré par quelque chose qui n'est pas physique en fait, qui peut être plus de l'ordre de la psychologie ou qui ne correspond pas à la réalité? Il y a évidemment une question subjective de ressenti au lever. Il y a des personnes par exemple qui vont être beaucoup plus sensibles au manque de sommeil que d'autres. Et c'est là où il y a des personnes qui peuvent vivre relativement normalement avec très peu de sommeil et se comporter relativement normalement. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas impactés? Pas du tout. C'est juste qu'ils vont le percevoir moins fort, alors que d'autres, dès qu'ils dorment juste 30 minutes de moins, ils vont être complètement KO pendant toute la journée. Donc il y a une part qui est très individuelle, déjà sur les besoins de sommeil, mais aussi sur la perception de son sommeil. Et c'est la question
est-ce que si je me réveille et que je suis fatigué, mais que pour autant la journée s'est bien passée, est-ce que ça veut dire qu'au réveil, j'étais juste faussé dans mes idées ? Je pense que ce n'est pas vrai et que la vigilance va en fait fluctuer de façon complètement normale au cours de la journée. Et même, normalement, Arthur, il me semble, a peut-être parlé des chronotypes, par exemple, donc des préférences de rythme veille-sommeil. Très simplement, les personnes du soir vont se réveiller le matin et souvent le réveil va être très compliqué. Donc c'est dans la perception, par contre ça peut être une perception justifiée, dans le sens où c'est assez juste de se réveiller et d'être pas en forme. Et en fait ça peut être plein de raisons. Ça peut être que j'ai pas assez dormi, que j'ai pas assez bien dormi, que je suis une personne du soir et donc le matin c'est compliqué. Ça peut être que j'ai réellement des troubles donc de perception du sommeil parce qu'il y a un truc précis qui est un petit peu différent. Ça peut être que, j'en sais rien, que je suis en stress parce que X ou Y raison. Et pour autant, la journée peut très bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'elle se passe au mieux qu'elle pourrait. Et tout le monde pourrait bénéficier de dormir plus. C'est quand même très rare les personnes qui se plaignent de trop dormir, donc sauf si on rentre dans les personnes qui ont des troubles plus profonds. Mais si tout le monde avait une possibilité de passer 9 à 10 heures dans leur lit, je pense que personne ne se plaignerait de trop dormir. Donc c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que potentiellement beaucoup de gens ne seraient pas au maximum de leur forme physique et intellectuelle, et ils s'en rendent même pas compte. Si on parle donc des chronotypes par exemple, donc des préférences de rythme veille-sommeil, on sait qu'il y a donc des personnes du soir, des personnes du matin, d'autres qui sont un peu entre les deux. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une part génétique à ces chronotypes qui sont tout simplement inchangeables. C'est que si je suis du soir, est-ce qu'un jour je pourrais être du matin ? Sûrement pas. Par contre, le corps peut quand même s'adapter à des nouveaux rythmes. C'est-à-dire que si je suis obligé tous les matins de me réveiller à 6 heures parce que je dois aller au travail, et évidemment, donc je vais me coucher plus tôt, si je tiens ce rythme pendant assez longtemps, le corps peut s'adapter. Est-ce que ça veut dire que je fonctionne de façon optimale ? Moi, je ne pense pas. Mais juste qu'en fait, on va être potentiellement de moins en moins sensible à ces différences. Et je pense qu'en fait, c'est un des problèmes chez les adolescents sportifs par rapport à la dette de sommeil. C'est qu'ils en sont à un point où en fait, ils savent potentiellement même pas ce que c'est d'être dans une forme optimale. En fait, de dormir suffisamment et comment je me sens en fait quand j'ai dormi une semaine de suite pendant 8 heures. Et le problème, c'est que vu qu'ils ne le savent pas, du coup, ils ne savent pas que là, ils sont dans un état un peu altéré. Et donc, quelle est la raison de changer si tout va bien ? Et il y a une réelle sensibilisation qui devrait être faite là-dessus. C'est que c'est pas parce que forcément je me sens bien la journée que je me sens au mieux que je pourrais si je dormais mieux ou plus longtemps. Avec eux, par exemple, il y en a plein qui moi, me disaient je dors très bien, tout va bien, alors que la moyenne de sommeil était à 6h30. Est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que c'est probable ? Ça me paraît compliqué. Eh bien, merci Flynn. C'était très intéressant, passionnant même. Je te souhaite bonne continuation pour la thèse et puis n'hésite pas à revenir si tu as d'autres choses à partager avec nous. Merci à toi. Les podcasts de l'INSEP, Sport Équilibre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.